Donc je vais essayer de vous raconter un peu mon... J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle, j'ai l'impression d'être Monsieur Mahuzier qui va vous raconter ses aventures au Kenya ou à la Terre de Feu avec sa famille, parce qu'en fait c'est un peu ça. Je vais vous passer mes diapos de voyage. Je fais jamais ça, Dieu merci. Je vais vous passer mes diapos de voyage, mais mon voyage, c'est un voyage dans les fictions télé. Je vous ai mis en première diapositive une diapositive d'un jeune homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sherlock Holmes. C'est une version moderne de Sherlock Holmes. Et j'aime beaucoup Sherlock d'abord parce qu'à cause de son aspect juvénile, et il me fait penser beaucoup à moi. J'avais un peu la même coupe de cheveux quand j'avais 17-18 ans. Et j'étais aussi un lecteur compulsif de Sherlock Holmes, évidemment. J'étais un cinéphile compulsif, j'allais au cinéma très très souvent. J'avais la chance d'avoir un cinéma à Pithiviers qui était de l'autre côté de la place de la mairie, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue où j'habitais, et où on allait, mon frère et moi, très souvent quand on avait 8, 9, 10 ans, 12 ans. Je lisais beaucoup de bandes dessinées, je lisais beaucoup de romans policiers, mais je lisais aussi bien Arsène Lupin, donc Sherlock Holmes, Jules Verne évidemment, Alexandre Dumas, bon. Et à l'époque donc, mon père qui avait peur qu'on s'ennuie nous a acheté la télévision. Il avait peur que ma mère s'ennuie aussi beaucoup, et il a acheté la télévision. Ma mère s'ennuyait jamais, elle avait toujours quelque chose à faire, mais il avait peur qu'elle s'ennuie, et donc on a eu la télévision, voilà, en 62 ou 63. Et 63, donc j'avais 8 ans. Et la télévision, c'était quelque chose de merveilleux. Et en particulier à la télévision, il y avait lui. C'est Zorro, tout le monde l'a reconnu. Zorro, c'est un très bon personnage pour commencer sur les séries télé, parce que d'abord c'est une série télé. Je crois qu'en plus c'est repassé, ou ça repasse là en ce moment sur France 3. Bon. Sauf que c'est colorisé, donc c'est encore autre chose. Walt Disney a fait Zorro en noir et blanc à une époque, alors c'est 57 quand il produit la série Zorro pour la télévision, et il veut absolument la faire en noir et blanc. Pourquoi? Alors qu'on tourne déjà en couleur, hein. On sait que aux États-Unis, on sait que la télévision couleur va arriver. Il y a déjà des séries et des films qui se tournent en couleur pour la télévision, mais lui, il veut absolument la faire en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça retrouve l'aspect visuel des serials, hein, c'est-à-dire des films en épisodes qu'il regardait quand il était gamin dans les années, jeune homme, dans les années 30-40, et les premiers serials de Zorro, évidemment, étaient en noir et blanc. La première version de Zorro, celle de Douglas Fairbanks en 1919, sauf erreur de ma part, ou 1920, est évidemment en noir et blanc. Donc il refait Zorro en noir et blanc, et Zorro, c'est un héros épatant pour un garçon de 8 ans. C'est un héros épatant parce que il a une relation privilégiée avec son père, mais il fait des trucs sans lui dire. Il a un ami absolument d'une fidélité à toute épreuve qui ne parle pas. Donc lui, personne ne l'empêche jamais de parler parce qu'il parle. Il fait semblant d'être quelqu'un d'autre que la personne qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour... voilà, un garçon un peu velléitaire, poète, qui joue de la guitare, qui ne s'intéresse pas aux choses importantes. Et puis la nuit, il met une cape, un chapeau, il sort et il va lutter contre l'injustice. Ce qui est tout de même un modèle de rôle extrêmement important pour un garçon de 8 ans. Donc je n'ai pas oublié Zorro. Et c'est Zorro qui m'initie au feuilleton télévisé. C'est un des premiers feuilletons que j'ai regardé, avec d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un des premiers feuilletons télévisés que je regarde, et en plus à l'époque, et je crois qu'ils font plus ça maintenant, à l'époque il y avait un truc épatant quand on regardait Zorro, c'était qu'à la fin de l'épisode, il vous passait les séquences de l'épisode suivant. Il disait, la semaine prochaine dans Zorro. Alors évidemment, ça c'était irrésistible. Bon, c'est quelque chose qui est très courant en Amérique à la télévision, où on vous annonce très souvent, on vous met, il y a encore aujourd'hui, il y a restez à l'écoute pour des scènes de notre prochain épisode.
Il faut savoir que ça a deux fonctions. La première, c'est évidemment d'inciter les gens à revenir la semaine suivante, mais ça a aussi la fonction de leur demander d'attendre pendant la coupure publicitaire pour regarder les pubs qu'il y a entre la dernière séquence de l'épisode en cours et les séquences à venir de l'autre épisode, parce que la télévision américaine étant une télévision commerciale, on veut que les gens soient là pour regarder les coupures publicitaires, autrement, il n'y aura pas de publicitaire qui va proposer ces annonces et il n'y aura pas d'argent pour payer la série. Évidemment, je ne le savais pas, et je veux dire, je ne l'aurais jamais imaginé, mais ça avait quand même une fonction sur le spectateur que j'étais à l'époque où il n'y avait pas de coupure publicitaire à la télévision française, qui était que ça me mettait en appétit pour la semaine d'après. J'étais donc initié à une époque où les garçons et les filles de mon âge ne lisaient pas ou ne lisaient plus de feuilletons dans les journaux. Parce que les journaux, les feuilletons, il y avait encore des feuilletons dans les journaux, des feuilletons historiques, des feuilletons de toute nature, mais les garçons et les filles de mon âge, ils ne lisaient pas de feuilletons dans les journaux, ils lisaient des bandes dessinées, donc ils avaient ça en découpé, bien entendu, mais ils ne lisaient pas de feuilletons. Et là, ça m'a introduit et ça m'a présenté la notion du feuilleton. Et Zorro était un personnage qui m'a aidé à comprendre ce que c'était qu'un bon feuilleton. Voilà l'autre feuilleton que je regardais quand j'avais 9-10 ans. Hein. C'est 63, 62 ou 63, sauf erreur de ma part. C'est le premier feuilleton qui passe sur la deuxième chaîne de télévision qui vient de commencer. Et ça s'appelle Rocambole, avec deux acteurs excellents, Pierre Vernier et Jean Topart. Pierre Vernier dans le rôle de Rocambole à droite et Jean Topart dans le rôle de Monsieur William, le méchant, à gauche, mais qui est aussi son mentor. C'est ça qui est un peu trouble, c'est-à-dire qu'il a une figure paternelle, mais ce père-là, c'est un père un peu tordu. Rocambole, c'est un feuilleton quotidien de la télévision française qui durait un quart d'heure par épisode et qui avait aussi comme vertu de vous tenir en haleine. Mais en plus, vous saviez que vous n'aviez que 24 heures à attendre pour savoir la suite. Ça s'arrêtait toujours au moment où, évidemment, on voulait savoir la suite. Et non, mais pourquoi tu t'arrêtes? Je suis là, pourquoi tu t'arrêtes? Bon. Et là, c'est destiné à vous suggérer quelque chose qui est tout à fait consubstantiel à la notion de télésérie ou de feuilleton. On peut les appeler encore toujours des feuilletons. C'est le fait que le feuilleton est une narration à épisode, mais c'est une narration à épisode qui est faite de telle manière qu'on a envie d'entendre la suite, évidemment. Parce que si on vous raconte 3 épisodes et que ça ne vous intéresse pas, vous laissez tomber. Et il y a donc un art de la narration qui est, sous-entendu par cette fabrication d'épisodes, qui est qu'on doit pouvoir construire une histoire et la terminer en vous laissant sur votre faim, c'est-à-dire vous êtes à la fois satisfait d'avoir vu ce que vous avez vu, mais vous avez quand même aussi envie de voir ce qui va venir après. Voilà un autre feuilleton beaucoup plus court de la télévision française extrêmement connu qui s'appelle Belphégor. Ça, c'était extraordinaire parce que il se passait des choses mystérieuses au Louvre, il y avait des fantômes qui se baladaient, des gens qui se faisaient assassiner, etc. Et puis il y avait Juliette Gréco quand même. C'était bien, c'était très intéressant, c'était adapté d'un roman comme Rocambole, d'un roman du 19e siècle ou du début du 20e. Et on se demandait qui se baladait sous ce masque et cette cape très mystérieuse et qui pouvait tuer les gens rien qu'en les regardant, ou presque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vivais quand j'avais 9 ans. Alors là, je n'ai pas trouvé une photo plus grande et je regrette. J'espère que vous les voyez quand même. Il s'agit bien entendu de Raymond Souplex et Jean Doran dans le rôle de l'inspecteur Bourrel et de l'inspecteur, j'oublie son nom, je ne sais plus le nom de Bourrel et... Ah zut, bon, ça va me revenir. Et ce sont les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes sont une télésérie tout à fait extraordinaire qui était écrite de manière tout à fait passionnante et intéressante et qui avait pour particularité d'être une télésérie française qui parlait de la France. Et qui parlait de la France en situant chacun de ces épisodes dans un milieu professionnel ou culturel différent. Il y a quelques années, alors on peut tout télécharger sur le site de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel, faut payer, ce qui est quand même pas tout à fait normal parce que c'est quand même
service public, on ne devrait pas avoir besoin de payer. En Angleterre, tout ce qui est sur le site de la BBC est téléchargeable gratuitement parce qu'on considère que les citoyens ont déjà payé leur programme. En France, il faut quand même payer, ce qui est un peu discutable. Mais enfin, en tout cas, si on veut en revoir 2 ou 3 épisodes, c'est pas quand même très coûteux. J'en ai téléchargé quelques-uns. Il y en a un qui se passe dans la Tour Eiffel, c'est-à-dire c'est à la fois une histoire policière et un documentaire sur le fonctionnement de la Tour Eiffel. Il y en a un qui se passe dans le milieu des taxis et de comment les chauffeurs de taxis sont obligés de négocier leur licence et leur plaque pour pouvoir, comment dirais-je, travailler. Il y en a un qui est très drôle, qui s'appelle 45 tours et puis s'en vont, qui est l'histoire d'une jeune chanteuse yéyé qui enregistre une chanson, enfin même 2 chansons à succès et de tout ce qu'il y a autour de ça. Donc c'est véritablement une plongée à la fois sociologique et psychologique dans la France des années 60. Ça a duré quand même très longtemps, parce que je pense que ça n'a dû s'arrêter qu'au cours des années 80, peut-être même après. Évidemment avec d'autres acteurs, mais c'était tout de même une série tout à fait intéressante. Et si je l'ai mise là, c'est pour que vous sentiez bien que ce dont je vais vous parler maintenant n'est pas quelque chose qui est apparu il y a 3 ans. La fonction, la narration télévisuelle sous forme de feuilleton est quelque chose qui date des débuts de la télévision dans tous les pays développés, en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, qui sont les 3 pays dont je vais parler le plus. Et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait les feuilletons n'avaient pas été inventés par la télévision, ils venaient de la radio. Je pense que beaucoup de gens ici se souviennent qu'il y avait des feuilletons à la radio, il y en a d'ailleurs probablement encore. J'ai eu la chance de voir un de mes romans adapté en feuilleton à France Culture là, il y a quelques mois, en 15 épisodes. Le feuilleton radiophonique, ça a été pendant, je pense, près de 50 ans, la fiction populaire la plus répandue parce que tout le monde avait la radio et qu'on écoutait le feuilleton tous les jours. Alors c'était extrêmement développé aux États-Unis, extrêmement développé en Angleterre et aussi très développé en France. Je me souviens d'avoir écouté Bon baiser de partout, un peu La famille du raton, mais ça c'était plutôt vers la fin. Il y avait des feuilletons à la radio. Donc quand on commence à faire de la télévision, très logiquement, la télévision, c'est jamais qu'au début c'est de la radio avec des images. Parce qu'on diffuse des pièces de théâtre comme à la radio, on diffuse des concerts comme à la radio, on diffuse des informations comme à la radio et on montre des gens qui parlent de tel ou tel sujet, comme on le faisait à la radio, mais en plus là, on les voit, on voit leur visage. Et en plus, la télévision se met à diffuser évidemment des films, ce que la radio ne pouvait évidemment pas, et elle se met aussi à diffuser des productions spéciales de la télévision, soit des pièces de théâtre, soit ce qu'on appelle des dramatiques en France, donc des téléfilms, soit même des feuilletons. Et donc il y a une continuité, la production de téléséries n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça magiquement, c'est une continuité du passage d'un médium à un autre. À la même époque, je regardais la télévision, il y avait évidemment des téléséries américaines. Et il y avait une télésérie américaine que j'aimais particulièrement et qui commençait comme ça. Enfin, le générique commençait comme ça, c'était une télésérie qui s'appelait Mission Impossible. Et ça commençait comme ça, pourquoi ? Parce que, évidemment, il y avait une main qui allumait une mèche, et puis ça se termine par une explosion, et tant que la mèche était en train de brûler, on voyait les personnages apparaître, on voyait des séquences du film à venir, c'était quelque chose qui était très particulier à cette télésérie, puisque chaque épisode portait en quelque sorte sa bande-annonce dans son générique. C'est-à-dire qu'on voyait les images de l'épisode à venir dedans. Donc c'était un peu la même chose que pour Zorro. On était alléché simplement en regardant le générique. Et encore une fois, le générique avait été fait comme ça parce que c'était une manière, aux États-Unis, où il y avait une coupure publicitaire juste après le générique, c'était une manière d'allécher le spectateur. Et c'était aussi une manière de gagner du temps, c'est-à-dire qu'on ne rajoutait pas une séquence avant le générique, comme on le fait aujourd'hui. Si vous regardez les téléséries, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une séquence pré-générique et il y a un générique qui dure 3 secondes. Il y a juste le titre, on ne perd pas de temps avec les génériques. À l'époque, on essayait de trouver d'autres manières. J'aimais beaucoup Mission Impossible et j'avais donc
Mission Impossible, ça commence en 66. Oui, ça commence en 66 aux États-Unis. Donc on commence à voir ça en 67 en France, 67-68 en France. J'adorais cette télésérie, j'avais 11 ans, 12 ans, mais j'étais incapable de dire pourquoi j'aimais cette télésérie. J'étais pas capable de dire pourquoi les histoires me touchaient autant. Alors que en gros, ce sont des histoires de machination. Tout ce que je pouvais dire, c'est oui, en fait, c'est des types qui montent une machination contre quelqu'un d'autre, en général quelqu'un d'assez antipathique, hein, même toujours quelqu'un d'assez antipathique, mais la machination est double parce que on sait qu'ils montent une machination contre lui, mais on ne sait pas ce qu'ils font, on ne comprend pas ce qu'ils font, parce qu'ils placent des objets, des gadgets, on ne sait pas à quoi ils vont servir, on ne le sait que dans l'avant-dernière scène, ou dans les 2 scènes d'avant, mais on ne sait pas on ne comprend pas toujours ce qu'ils fabriquent. On ne comprend qu'à la fin. En gros, c'est un puzzle que le spectateur n'achève de faire que dans les dernières 5 minutes. Vous voyez le point commun avec les 5 dernières minutes, où dans les 5 dernières minutes, Bourrel, quand il avait compris quelque chose, il s'adresse au spectateur, il disait « Mais oui, bon sens, mais c'est bien sûr, vous avez compris ». Et on voyait des scènes de flashback qui permettaient d'expliquer la solution. Donc vous voyez qu'une série française, une série américaine, avait la même approche du spectateur qui consistait à lui donner des éléments, mais à pas tout lui donner, et à lui faire confiance, soit pour comprendre, soit pour deviner, soit en tout cas pour apprécier la conclusion qu'on allait leur donner après. Cette série a eu une grande importance pour moi, Mission Impossible, parce que entre la fin du lycée, j'ai passé un an aux États-Unis où j'ai vu beaucoup de téléséries, et entre la fin donc, du lycée et mon année aux États-Unis, c'est-à-dire j'avais 18 ans, et en gros l'âge de 26 ou 27 ans, c'est-à-dire en gros pendant une dizaine d'années, je n'ai pas regardé la télévision du tout. Pour une raison très simple, j'étais étudiant en médecine, je n'avais pas la télé. C'est une époque où tout le monde n'avait pas encore la télé, surtout quand on était un étudiant en médecine et qu'on avait autre chose à faire. Je n'avais pas la télé. J'ai recommencé à avoir la télé et à regarder la télé en 1981, quand ma fille aînée est venue au monde et que là, je ne pouvais plus sortir pour aller au cinéma. En plus, il y avait aussi un snobisme qui faisait que les étudiants allaient plutôt au cinéma. Ils allaient voir du cinéma d'art et d'essai, ils allaient voir des choses diverses et variées. Et en 81, là, je deviens père de famille, j'amorce ma carrière de père de famille, et là, effectivement, on ne peut plus trop sortir pour aller au cinéma, donc on regarde la télé. Et on se met à regarder à nouveau des séries télé. Et quelques années après, la télévision française, qui était encore une télé d'État, devient une télévision avec des chaînes privées, c'est-à-dire qu'on crée Canal+, on privatise TF1, et puis la 5, la 6, Arte apparaissent, avant que, bien plus tard encore, il y ait des chaînes du câble et du numérique. L'une des premières séries que je revois sur la 5, qui était à l'époque la 5 de Berlusconi, hein, comme on disait, la première série que je revois, c'est Mission Impossible. Pourquoi ? Parce que la 5 a racheté toute la série, et puis la diffuse en boucle. Et là, je revois les épisodes que j'ai vus, je vois des épisodes que je n'avais jamais vus. Et là, je me dis, je comprends pourquoi c'est une série intéressante et intelligente. Il se trouve qu'à peu près à la même époque, à la fin des années 80, début des années 90, une maison d'édition se met à publier des livres sur les téléséries, et il commence par une télésérie légendaire britannique qui s'appelle Le Prisonnier, dont j'ai pas pris de photo là. Bizarrement, j'ai oublié Le Prisonnier. Il s'est échappé, donc j'ai pas de photo. Et je leur écris en leur disant si un jour vous faites un livre sur des téléséries américaines, il faut faire un livre sur Mission Impossible, parce que c'est une série classique, et je fais un synopsis de 6 pages. Quelques mois plus tard, un des auteurs de la collection, qui avait d'ailleurs écrit le livre sur Le Prisonnier, m'appelle et me dit « Nos lecteurs nous demandent un livre sur Mission Impossible, voulez-vous l'écrire avec moi ?» Oui, évidemment, bien sûr. Parce que moi, je ne pense qu'à une chose, c'est que pour écrire le livre sur Mission Impossible, il faut que je revoie tout.
Et ça me ravit, parce que l'idée de revoir tout, c'est-à-dire de revoir tout pour faire un livre, même plus tard, j'aurai l'occasion de regarder la télé, d'être payé pour regarder la télé, ce qui est quand même un privilège extraordinaire. Enfin, une chance, pas un privilège, mais c'est une chance extraordinaire. Je dis oui, bien sûr. Bon, et ça a été mon premier livre sur les téléséries, qui est paru en 93 et qui parle de Mission Impossible. À la même époque, au début des années 90, je rencontre un jeune homme qui s'appelle Christophe Petit et qui tient une revue, qui est la première revue sur les téléséries en France, s'appelle Génération Série, qui a disparu depuis, qui était un trimestriel extrêmement détaillé. Et il me dit, alors je lui dis, bah, c'est bien, tu publies. Tous les scénaristes, tous les auteurs sont volontaires et bénévoles. Et je lui dis, c'est formidable, ta revue, j'aimerais bien écrire quelque chose. Il me dit, bah, écoute, oui, il faut quand même que je précise qu'entre-temps, j'avais publié un roman, ayant publié un roman, j'avais en quelque sorte acquis une certaine crédibilité en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Puis j'avais travaillé dans des revues, etc. Je n'étais pas un novice de l'écriture non plus. Et il me dit, mais j'aimerais bien que tu traites une série qui passe en ce moment et qui est une série patente qui s'appelle Code Quantum. Code Quantum est une série qu'on a bien oubliée, mais qui est une série épatante aussi. Une série dans laquelle il y a deux personnages principaux. Celui de gauche vit dans le présent aujourd'hui, et celui de droite, celui de gauche, comment dirais-je, il s'appelle Al Calavicini, qui est un amiral de l'armée américaine, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un militaire, vit dans le présent, et celui de droite, qui s'appelle Sam Beckett, est un voyageur temporel. Et il se balade d'époque en époque, et il se réincarne il se transporte dans le corps de quelqu'un d'autre, à une autre époque qui est située dans le passé. En fait, c'est une série d'aventures, c'est une série, c'est une comédie, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout une exploration historique de la culture américaine entre 1955 et 1995. Donc chaque épisode l'envoie dans un univers culturel, et vous voyez que c'est un petit peu la même chose que les 5 dernières minutes. On explore le pays dont on parle dans la télésérie, et on l'explore sous toutes ses coutures. C'est une série épatante qui mérite absolument d'être redécouverte et d'être revue, et qui malheureusement n'est pas beaucoup reprise. Quelques années plus tard, si ce n'est à peu près au même moment, apparaît une autre télésérie aux États-Unis qui s'appelle, en anglais NYPD Blue, en français New York Police Blues, qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps, pendant assez longtemps sur, je crois que c'était sur France 2, tard le soir, enfin ça fait 7-8 ans. New York Police Blues est une série qui a duré 12 ans, qui a été une des séries les plus populaires de la télévision américaine. C'est une série policière dont le personnage principal, qui s'appelle Sipovich, et qui est à droite, c'est le moustachu un peu dégarni, est le premier, on peut dire, le premier anti-héros de la télévision américaine. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans le premier épisode de la série, est un flic corrompu, qui force des prostituées à coucher avec lui, qui extorque de l'argent à peu près à tout le monde, et qui ment sous serment quand le procureur l'interroge, et qui, parce que vraiment il est très très corrompu, finit par se faire tirer dessus et se retrouve dans le coma. Et il a un collègue, qu'on ne voit pas sur la photo, qui est son premier collègue, qui lui est une sorte de saint absolument ennuyeux à mourir, à mon avis. Dieu merci, il disparaît très vite. Un saint qui, lui, est une sorte de parangon de la morale, qu'on a envie de baffer à peu près toutes les 15 secondes, tellement il est insupportable, qui est beaucoup moins intéressant que Sipovich. Et Sipovich, lui, devient le héros de la série, et il sera le personnage central de la série pendant 12 ans. Et c'est en fait une sorte d'ange déchu qui trouve sa rédemption au fur et à mesure, qui lutte sans arrêt contre son alcoolisme, son sexisme, son racisme, ses préjugés, sa violence, etc. Et qui finit par devenir un homme respectable parce qu'il a lutté. La série est très importante parce qu'encore une fois, elle introduit pour la première fois le personnage négatif
en tant que héros. C'est-à-dire quelqu'un qui est franchement... notez bien que le personnage négatif en tant que héros n'est pas nouveau. Hein. Dans le temps, il y avait Fantomas, qui était quand même un personnage tout à fait fascinant, mais qui était aussi un criminel. Mais là, elle l'introduit au premier plan, où il cumule à la fois le rôle de méchant et le rôle de personnage positif, alors qu'en principe, il ne devrait pas l'être. La série dure 12 ans, elle remporte tout un tas de récompenses, et en fait, c'est la plus grande série d'un scénariste-producteur qui s'appelle Steven Bochco, et qui est quelqu'un qui aura produit beaucoup de téléséries à succès aux États-Unis. Voilà une autre télésérie américaine qu'on ne connaît pas du tout en France. Je vous parle de séries qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que je vous invite à les regarder. C'est précisément beaucoup plus intéressant de regarder les séries qu'on ne connaît pas, parce qu'on a de belles découvertes. En voilà une qui s'est appelée en France un drôle de shérif ou un truc comme ça, et qui s'appelle Picket Fences, ce qui veut dire barrière blanche. Et ce sont les barrières blanches qu'il y a autour des maisons quand chacun a sa maison individuelle aux États-Unis. Et c'est une série qui se passe dans une toute petite ville des États-Unis, qui est une ville imaginaire qui s'appelle Rome, Wisconsin, dans laquelle toutes les catastrophes sociales et politiques qui peuvent arriver en Amérique se produisent. C'est-à-dire que le scénariste de la série utilise cette ville comme une sorte de microcosme de l'Amérique, où toutes les questions juridiques, légales, d'égalité des droits des individus, la question de l'avortement, la question de l'euthanasie, la question du sida, toutes les questions sont abordées dans cette ville. Comme si tout ce qui se passe en Amérique et ce qui pose problème en Amérique se passait dans la même ville. C'est une série passionnante parce que c'est une série à la fois une série policière, parce que le père de la famille qu'on voit à droite est le shérif Brock. Le shérif Brock est un père de famille et il est shérif de la ville. Sa femme est le médecin, donc il y a plein de problèmes médicaux. À l'extrême gauche, vous voyez leur ami qui est avocat et qui défend toujours les criminels. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, il s'amène, il vient le défendre. Donc, il y a aussi un personnage de juge qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est très intéressant. Et donc, la société américaine est explorée sous tous ses angles, c'est-à-dire familiale, locale et politique, et aussi symbolique et éthique, puisque tous les problèmes moraux des États-Unis sont abordés. C'est une série épatante qui a été malheureusement massacrée par TF1 quand elle l'a diffusée, qui l'a diffusée dans le désordre le plus absolu. Par conséquent, on ne pouvait rien comprendre à ce qui se passait, parce qu'il y avait des épisodes qui se suffisaient à eux-mêmes, mais il y avait aussi des épisodes à suivre, et évidemment, on ne pouvait rien comprendre de ce qui se passait. Alors, il existe un traitement différent sur les chaînes françaises entre les productions françaises, qui sont diffusées en principe dans l'ordre où elles ont été produites, et les productions américaines, qui sont diffusées dans un ordre inintelligible pour le public. Pourquoi ? Parce que les chaînes partent du principe que le public, c'est-à-dire vous et moi, n'est pas assez intelligent pour comprendre des sujets un peu difficiles à 20h. Donc tous les sujets un peu difficiles, tous les épisodes un peu difficiles, on va les mettre à 22h, et tous les épisodes faciles, on va les mettre à 20h. Mais comme évidemment, les séries américaines ne sont pas faites en fonction des sujets faciles ou difficiles, elles sont faites au fil des semaines avec les sujets sur lesquels on travaille, et bien évidemment, on va vous diffuser les séries dans le désordre. Par conséquent, vous pouvez très bien, et à juste titre, avoir l'impression que ce qu'on vous montre n'a aucun sens. Et c'est vrai, parce que si on vous donnait par exemple un roman de Balzac à lire en inversant l'ordre des chapitres, vous trouveriez que Balzac, c'était vraiment... il écrivait pas bien, quoi. Ou d'Alexandre Dumas. Et c'est exactement ça qu'on fait. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont leur logique interne, qui est quand même sous-tendue par l'idée que le public manque d'intelligence. Le public français manque d'intelligence. Et là, on est quand même assez embêté, parce qu'on se dit, mais alors, les producteurs américains font des téléséries pour les Américains, et ils ne pensent pas que le public américain manque d'intelligence, puisqu'ils leur diffusent des épisodes de téléséries qui sont quand même parfois assez difficiles, assez lourds de sens, assez engagés. Mais le public français n'est pas aussi intelligent que le public américain. Ça, c'est la télévision française qui est comme ça. Ce sont les gens qui dirigent la télévision française qui sont comme ça.
Et je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête parce que j'ai été journaliste de télévision, je leur ai posé beaucoup de questions et j'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante. Voilà une série que vous connaissez sûrement. Vous connaissez? C'est Urgence. Bon. Urgence a une importance historique très grande pour la France parce que, avec Urgence, qui a commencé en France en 95, je crois que c'était en 94 aux États-Unis, en 95 en France, avec Urgence, on a commencé à comprendre, les chaînes de télévision ont commencé à comprendre à quel point certaines téléséries américaines pouvaient être un spectacle non seulement intelligent, mais aussi recherché par le public. Et je me souviens très bien, au bout de 2 ou 3 ans de diffusion d'Urgence, que l'un des gros titres du journal, des journaux papier, c'est que l'audience d'Urgence avait battu le film de TF1. Puisque Urgence était diffusé le dimanche soir entre septembre et novembre en général, à raison de 2 épisodes par soir, et donc en face du film de TF1, et ça a battu le film de TF1. Bien plus tard, il n'y a plus de film sur TF1 le dimanche soir, mais il faut se rappeler que pendant pratiquement 40 ans, le moment phare de la semaine, enfin du dimanche, c'était le film de TF1 le soir. Urgence a écrasé ça. C'est une série très importante aussi sur le plan historique parce qu'elle a duré 15 ans. C'est une série très importante sur le plan sociologique parce que c'est une série réaliste qui a eu un immense public dans le monde entier. C'est probablement la première série qui a été regardée dans le monde entier en même temps qu'elle était diffusée. C'est une série très importante pour les médecins, dont je fais partie, parce que c'est une série qui est très proche de la réalité. Pas dans la manière dont elle raconte les choses, qui est un peu condensée. Il se passe plus de choses dans un épisode d'urgence qu'en 15 jours dans un service d'urgence normal. C'est les urgentistes qui vous disent ça. Mais ce qui se passe est réaliste. Et la façon dont c'est traité et la façon dont c'est raconté est réaliste. Et c'est une série aussi très importante à cause de sa narration, qui met en jeu de nombreux personnages et les suit en parallèle. Je me souviens que quand le premier épisode d'Urgence a été diffusé, la chaîne NBC à qui on proposait ce premier épisode en vue de faire une série a dit « Bon, ben, c'est très très bien, mais ça va très vite, est-ce que vous pourrez faire ça toutes les semaines ?» Bah oui, ils ont fait ça toutes les semaines pendant 15 ans. Et donc c'est quelque chose de très important sur le plan de la conception des séries parce que ça a appris à beaucoup de producteurs, d'acteurs et de réalisateurs américains à faire une série qui allait très vite et où il se passait beaucoup de choses en 50 minutes. Ce qui explique qu'aujourd'hui beaucoup de séries soient comme ça. Elles vont très vite, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages et c'est écrit de façon extrêmement précise. Et là, une deuxième parenthèse, il ne faut jamais oublier qu'une télésérie, c'est quelque chose qui, avant de devenir un spectacle, avec des acteurs, des décors, des mouvements de caméra, des éclairages, c'est toujours écrit. Il y a toujours des gens qui s'asseyent et qui écrivent un scénario. Ils écrivent un scénario qui est, si vous vous souvenez des pièces de théâtre qu'on vous faisait lire à l'école, le scénario c'est, comment dirais-je, Cyrano, et puis ensuite les lignes de Cyrano, et ensuite en dessous vous avez Christian, et puis Christian il parle, etc. Et un scénario de télésérie c'est ça. Alors Cyrano rentre de la droite et rentre côté cour, et puis Christian rentre côté jardin, et Roxane est sur son balcon, etc. Et tout ça c'est indiqué. Un scénario de télésérie, avant d'être tourné, il se présente comme ça, il se présente comme se présente un texte de théâtre. C'est ensuite qu'on le met en scène, qu'on construit les décors, qu'on fait... C'est très important parce que c'est ça la grande différence aujourd'hui entre les productions françaises et le reste du monde. En France, on considère que ce qui est important à la télévision française, c'est l'acteur et les décors. C'est pas l'écriture, c'est pas le scénario. Et c'est pour ça que un très grand nombre de fictions françaises sont un peu plan-plan, comparé à des fictions britanniques, à des fictions américaines, à des fictions danoises ou suédoises, que parfois, danoises ou suédoises, qu'on voit sur Arte. Les fictions françaises,
Parce que l'écriture, le travail des scénaristes est quelque chose qui n'est pas aussi valorisé dans notre pays que dans beaucoup d'autres. Voilà une série aussi qui a une importance historique très grande pour, pour la télévision américaine et qui est connue surtout du jeune public. Enfin, il y a 2 séries. C'est au-dessus Buffy contre les vampires, et en dessous Angel. Ce sont 2 séries qui sont articulées l'une à l'autre parce que l'une des 2, la seconde, est née de la première. C'est-à-dire le personnage de Angel, qu'on voit en bas, qui est un vampire, qui est une sorte à la fois de vampire et de justicier. Enfin, il est vampire, c'est un vampire justicier. Est né dans la première série. Ce sont 2 séries qui ont été très très populaires parmi le jeune public. Et elles ont une importance aussi historique très grande parce que c'était la première fois qu'on abordait les tourments de l'adolescence et en particulier la confrontation avec le monde adulte et la confrontation avec la sexualité, qu'on l'abordait de manière très franche, pas du tout exhibitionniste, mais en appelant un chat, en appelant les tourments des jeunes gens de façon très précise, et sous forme transposée, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui poursuit des vampires, ou des monstres. Il n'y a pas que des vampires d'ailleurs, il y a plein de monstres. C'est une série métaphorique, mais c'est une série qui parlait beaucoup aux jeunes gens. Je me souviens que quand mes enfants regardaient ça, je les regardais comme ça un peu de haut, je disais ouais mais bon c'est une histoire de vampire, c'est pas très sérieux. Ils me disaient mais si papa tu vas voir c'est vachement bien. Et puis ça passait en français, et en français je trouvais ça vraiment pas bon. Jusqu'au jour où c'est passé en version originale sous-titrée, et les sous-titres étaient beaucoup plus respectueux du... Enfin je comprenais l'anglais, mais les sous-titres étaient beaucoup plus respectueux du texte original. Et là, ça devenait excellent, parce que d'abord, c'est drôle, il y a des dialogues, ce sont des dialogues de comédie, ce n'est pas des dialogues de drame, c'est des dialogues de comédie. Il y a des jeux de mots sans arrêt, il y a un ton et une insolence absolument merveilleuse. C'est quand même des gamins qui vont au lycée et qui finissent à la fin de la 3e année par détruire le lycée. Ils détestent tellement le lycée qu'ils finissent... Enfin, le scénariste finit par détruire son lycée, parce qu'en fait, il a commencé à écrire cette série en disant « Moi, mes années de lycée, c'était ce qu'il y avait de pire dans ma vie. J'ai donc voulu faire une série dans laquelle je finirais par détruire le lycée. » Et il l'a fait. C'est drôle comme tout. Mais bien évidemment, édulcoré par les traducteurs français, c'était pas bon du tout. Heureusement, la version originale sous-titrée, c'était avant le DVD, est arrivée sur Série Club. J'ai pu la voir et j'ai changé d'avis radicalement. Et je passe tout de suite à une autre série beaucoup plus sérieuse, qui est un peu l'équivalent d'Urgence dans le monde policier, et que vous devez probablement voir régulièrement encore à la télévision française, qui s'appelle, en France, New York District ou New York Police Judiciaire, sur TF1, quand ça passe sur TF1 ou sur TF6, qui est une série aussi à l'importance historique extrême, parce qu'elle a duré 20 ans. Il y a très peu de téléséries qui durent 20 ans. En fait, c'est la télésérie hebdomadaire qui a duré le plus longtemps aux États-Unis. Il y avait une autre télésérie qui était un western, qui s'appelait Gunsmoke, qu'on n'a pas vu en France, ou en très peu, qui a duré 20 ans aussi. Mais celle-ci a pour particularité d'avoir commencé en 1990, de s'être terminée en 2010. Oui, c'est ça, en 2010. Elle a duré 20 ans, et c'est 20 ans d'histoire des États-Unis. C'est un peu comme Picket Fences, c'est-à-dire que ça se passe à New York. Il y a toujours une première partie avec 2 inspecteurs qui enquêtent sur un crime, et puis la deuxième partie, c'est les procureurs, c'est-à-dire les membres du ministère public qui enquêtent, qui prolongent l'enquête et qui poursuivent les criminels supposés ou réels. Mais en fait, c'est un prétexte pour explorer les problèmes sociaux, politiques, moraux des États-Unis. Et il n'y a pas d'équivalent de ce type de série en France. Or là, on voit que le fossé se creuse entre les fictions françaises qui très rarement parlent du gouvernement en place, des problèmes sociaux réels qui arrivent en France quotidiennement, de tels scandales. Pour vous donner un exemple très concret, cette série qui s'appelle donc Law and Order en anglais a eu ce qu'on appelle plusieurs séries dérivées, ou spin-off,
dont une qui s'appelle Law and Order Special Victims Unit, qui est consacrée aux crimes sexuels. Il y a 4 ou 5 ans, il y a un type qui était promis à un grand destin national, qui s'est fait choper après avoir eu une rencontre un peu douteuse avec une pauvre femme de chambre dans un hôtel new-yorkais. On le désigne par 3 initiales. Alors, BHL, non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça, DSK. Bon. Tout le monde connaît cette histoire. Ça s'est passé au mois de mai. Au mois de septembre, la série dérivée de Law and Order Special Victims Unit, qui est toujours à l'antenne d'ailleurs, a fait un épisode qui raconte exactement cette histoire. Sauf qu'ils sont allés un peu plus loin. Ils ont imaginé qu'il y avait un procès. Dans la réalité, il n'y a pas eu de procès parce que ça s'est terminé autrement. Mais ils ont imaginé qu'il y avait un procès. Et le type a été condamné. Bon, ce qui veut dire, voilà notre opinion. En tant que scénariste, notre opinion, c'est qu'on aurait dû l'envoyer en prison. Bon. Est-ce qu'il y a eu l'équivalent de ça à la télévision française? Non. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une affaire qui concernait pas les Américains. Ben si, ça concernait les Américains, parce que ça s'est passé sur le sol américain, etc. Et quand ça concerne les Américains, tout à l'heure, avec mes hôtes, je discutais au restaurant, et je disais, par exemple, on parlait des élections, hein, il y a des élections en ce moment, on parlait des élections et on me disait mais oui, alors si on compte pas bien ou si quelqu'un n'a pas émargé correctement à côté de son nom et qu'il manque ou qu'il y a un bulletin de trop, bon, ça bloque tout pour comptabiliser les votes. Et quelqu'un disait ça ferait un bon épisode de télésérie. Je disais justement, quand George Bush a été réélu la 2e fois, il y a eu toute une discussion pour savoir si les votes n'avaient pas été truqués en Floride. Et il y a eu une enquête qui a duré assez longtemps, etc. Et dans Law and Order, dans New York District, ils ont fait un épisode qui consacrait un trucage de vote qu'ils ont transposé à New York, mais tout le monde savait que ça faisait allusion puisque tout se passe toujours à New York, tout le monde savait que ça faisait allusion à ce qui s'était passé en Floride, et c'est l'occasion, et ce type de série est l'occasion non pas de faire du journalisme et de dire c'est ça qui s'est passé ou non, mais a toujours pour fonction, là on voit 4 des personnages principaux à un moment donné, en général, en fait ils sont 6, hein, puisqu'il y a chacun, il y a le chef de brigade des 2 enquêteurs et puis il y a le procureur général. Et en fait le principe de la série, c'est que dans chaque épisode, là, ce n'est pas une série à suivre, c'est une série où chaque épisode est indépendant. Dans chaque épisode, il y a une question politique, juridique, morale qui est posée. Et chacun des 6 personnages a un point de vue différent. Et c'est la confrontation de tous ces points de vue, plus les résultats de l'enquête, plus le point de vue des victimes ou les points de vue des inculpés, qui constituent le cœur du scénario. Ce sont donc des séries qui sont faites pour non seulement informer, mais aussi revenir sur des faits divers qui peuvent être des faits dont on a parlé beaucoup ou peu, mais pour faire réfléchir sur justement qu'est-ce qui est en jeu, quels sont les problèmes moraux qui sont soulevés par telle ou telle affaire criminelle, mais qui a des retentissements, comment dirais-je, de toute nature. Et bon, ça c'est une de mes séries préférées, enfin si on me demandait mon top 10, elle serait dedans, parce que d'abord c'est d'une intelligence folle, et en plus quand on la regarde on a l'impression d'être intelligent, encore plus intelligent soit après, alors ça bon. C'est extrêmement bien documenté, c'est extrêmement bien écrit, il n'y a pas un poil de gras, c'est-à-dire il n'y a pas une scène qui sert à rien, et aussi c'est une sorte de leçon d'histoire en direct. Parce que c'est l'histoire au travers des faits divers, au travers des conflits locaux transposés, et donc c'est l'histoire de l'Amérique pendant 20 ans. Une télésérie qui parle d'un pays pendant 20 ans en parlant de manière aussi prégnante, c'est très rare. Vous voyez quel rapport il y a entre cette série, qui est une série contemporaine, qui a beaucoup d'autres moyens, et puis les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, c'était l'équivalent de ça dans les années 60, et ça nous parlait aussi de la France à ce moment-là, ce que ne fait plus aucune télésérie. Celle-ci, New York District, ou New York
New York Police Judiciaire sur TF1. Voilà une autre série encore plus contemporaine qui s'appelle en anglais, alors je ne sais pas comment elle s'appelle en France, en anglais The Good Wife, la bonne épouse. J'aime beaucoup cette photo parce que ça montre... vous vous souvenez de la photo de Picket Fences que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a une famille, et puis bon ben voilà, c'est le même genre de photo. Les meilleures téléséries américaines sont des téléséries dans lesquelles il y a beaucoup de personnages, et dans lesquelles tous les personnages peuvent avoir une importance différente, mais en tout cas ont une présence qui est une présence extrêmement précise à cause de l'acteur qui les incarne et aussi de la place qu'on lui accorde dans la narration. The Good Wife, c'est aussi une série d'avocats. Alors c'est donc l'histoire de Alicia Florrick qui est en rouge au milieu et la photo est évidemment composée pour qu'on la voie, tout le monde est en gris sauf elle, bien sûr. Alicia qui est l'épouse du gouverneur, enfin d'un procureur général qui est sur la photo qui est à sa gauche. Et ce procureur a la mauvaise idée de coucher un peu avec n'importe qui et de prendre de la drogue et il se fait prendre, c'est imbécile. Et il va en prison. Et comme c'était lui qui rapportait l'argent du ménage, elle décide de retourner travailler et de retrouver elle retourne dans un cabinet d'avocats avec le beau garçon sur la droite qui s'appelle Will, qui l'a fait venir, qui avait un béguin pour elle 15 ans auparavant ou 17 ans auparavant. Elle se remet à faire son travail d'avocat. Ça commence comme ça. Au bout de 6 ans, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus évolué. Et ça, c'est une des caractéristiques des meilleures séries, c'est que les meilleures séries ne restent jamais là où elles sont. Enfin, les meilleures séries d'aujourd'hui, on faisait des séries autrement il y a 30 ans, mais aujourd'hui, les meilleures séries ne restent jamais là où elles sont. Elles progressent, elles racontent des histoires différentes, et en fait, on suit les personnages comme si c'était nos voisins de palier, ou nos voisins d'en face. C'est comme si on avait une fenêtre qui s'ouvrait non pas sur un univers entier, mais sur la fenêtre de l'immeuble. Alors vous savez, qui ne regarde jamais, évidemment il y a des gens qui n'ont pas de fenêtre qui donne sur l'immeuble d'en face, mais qui n'a jamais regardé dans l'immeuble d'en face? Merci. Et d'ailleurs ceux d'en face, ils nous regardent aussi. Hein. Bon, moi j'étais gamin, j'avais une paire de jumelles, et quand j'étais pas chez moi, parce que chez moi j'avais une maison, il n'y avait pas d'immeuble en face, mais quand j'allais chez les autres et que je trouvais une paire de jumelles, je regardais, j'adorais ça. Bon. Et des fois c'est dangereux, hein, regarder les fenêtres sur cour de Hitchcock, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe en face, parce que des fois il y a quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Mais la caractéristique des meilleures séries, c'est que nous devenons acclimatés aux personnages des séries, comme si c'était au départ le voisin d'en face, après notre voisin de palier, et parfois quand on les regarde vraiment très régulièrement, ça devient des amis. Ça devient des amis dont on est les confidents. Ils ne nous connaissent pas, mais nous on les connaît. On sait qu'ils feraient telle chose, mais ils n'en feraient pas telle autre. On sait mieux qu'eux, par exemple, on sait que le mari d'une telle l'a trompée, alors qu'elle, elle ne le sait pas encore. Et on aimerait bien qu'elle le sache, parce qu'évidemment, elle dégouline d'amour pour lui, mais lui, ce salopard, il la trompe en même temps. Bon. On sait que le gamin de tel autre est sur le point de faire une énorme connerie, et on aimerait bien prévenir le père ou la mère, évidemment, mais on ne peut pas, mais on le sait. Bon. C'est un procédé classique qui consiste à mettre le spectateur au courant de ce qui va arriver, enfin, pas de tout, mais de certaines choses qui vont arriver au personnage, avant que les personnages le sachent, et donc à augmenter la tension et l'émotion chez le spectateur, puisqu'évidemment nous ne pouvons pas ressentir ce que le personnage ressent, mais nous on peut ressentir les émotions, puisqu'on nous met à la place finalement, émotionnellement et intellectuellement, on nous met à la place du personnage. Je vous recommande vivement, mais très vivement, si vous avez un lecteur de DVD, à votre prochain anniversaire, si vous ne connaissez pas The Good Wife, à votre prochain anniversaire ou à votre prochaine fête, de vous faire offrir le premier coffret de The Good Wife par le membre de la famille que vous voulez. Je vous le recommande très vivement. C'est un feuilleton formidable. Formidable. C'est passionnant, c'est drôle, c'est intéressant, on apprend plein de choses dedans. C'est construit comme un roman feuilleton de Ponson du Terrail, c'est-à-dire que dès qu'on a fini un épisode, on en regarde un autre, parce que c'est pas possible de s'arrêter. C'est joué d'une manière éblouissante. Bref,
C'est une des meilleures téléséries américaines à l'heure actuelle, dans le sens où c'est une des téléséries américaines les plus grand public, parce qu'il y a des choses qui sont de très grande qualité, mais qui s'adressent à des publics un peu plus, comment dirais-je, à des niches de public. Mais ça, c'est un feuilleton grand public qui peut plaire à tous les âges, qui peut plaire à tous les, comment dirais-je, à tous les spectateurs, et c'est absolument formidable. C'est une de mes séries préférées. Je la regarde préférentiellement. Je vais vous dire un truc là. Je suis en voyage, ma compagne est à Montréal, on a 2 épisodes de retard et on ne les regarde jamais l'un sans l'autre. Et on est pressés tous les deux que je rentre parce que comme ça on pourra regarder les 3 épisodes qu'on a en retard. À 2 c'est toujours mieux. Voilà un autre personnage avec son équipe que vous connaissez certainement. Il s'agit bien sûr du Dr House, et la série Dr House est aussi une série d'une importance extrême, en particulier pour moi, parce que c'est, avec urgence, c'est la plus grande série médicale qu'on ait jamais faite. À ceci près que c'est pas une série réaliste. Un personnage comme le Dr House ne pourrait jamais exercer, parce que tout de suite on l'arrêterait. Mais justement, une télésérie, ça ne raconte pas des histoires vraies, ça raconte des histoires qui nous secouent, qui nous remuent, qui nous intéressent, qui nous intriguent, qui nous révoltent, qui nous, comment dirais-je, qui nous donnent envie, qui nous donnent envie de reculer, puis qui nous donnent envie d'en savoir plus. Et House, c'est tout à fait une série comme ça. C'est une série en fait dont le sujet fondamental n'est pas la médecine. C'est une sorte de série policière dont le principal enquêteur est une équipe médicale, et en particulier quelqu'un qui est une sorte de Sherlock Holmes, et c'est très juste puisque en fait Sherlock Holmes a été inventé par Conan Doyle qui était médecin, qui s'est inspiré d'un de ses maîtres qui était médecin aussi. Et en fait c'est pas une série qui est consacrée à la médecine, c'est une série qui est consacrée à la recherche de la vérité. Alors évidemment, métaphoriquement, il recherche la vérité qui est qu'un patient est malade, il va mourir et on va essayer de trouver qu'est-ce qui est en train de le tuer avant qu'il meure, si possible. Ils n'y arrivent pas toujours. Donc c'est une série sur la recherche de la vérité au travers de la vérité de la maladie, mais en fait au travers de la vérité des individus. Parce que je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais chaque fois qu'au bout d'1 heure, ils finissent par trouver la solution, c'est en écoutant ce que dit le patient, ou en comprenant quelque chose que le patient a dit, ou d'ailleurs n'a pas dit des fois, et que cette notion que le patient a pu ou non partager, ou a partagé mais qu'on n'a pas écouté, ou encore qu'il n'a pas dite, leur donne la solution. C'est une série tellement importante pour moi que c'est la 2e fois, j'ai écrit une dizaine de livres sur les téléséries, mais c'est seulement la 2e fois que je consacre un livre entier à une seule série. La première fois, donc, c'était en 93, c'était Mission Impossible, et la 2e fois, c'était il y a, je crois que c'était l'an dernier, c'était 2014 ou 2013, je ne sais plus, donc ça devait faire 20 ans, et c'était sur le Dr House. C'est un générique extraordinaire. La première fois, si vous ne connaissez pas Mad Men, c'est pareil, je vous conseille de regarder au moins un épisode de Mad Men, le premier si possible. Et quand on voit le générique avec cette silhouette qui tombe, c'est extrêmement gonflé parce que, et puis finalement il tombe, non, c'est dans son esprit qui tombe, c'est son esprit qui chute. C'est très gonflé parce que n'oublions pas que Mad Men, la 7e saison c'est maintenant, donc ça a dû commencer en 2003 ou 2004. Un corps qui tombe d'un building, ça fout méchamment mal à l'aise en général, mais alors depuis 2001, ça fout encore plus mal à l'aise, quoi. Et c'était très gonflé de faire ça. Mad Men est le prototype de la série, comment dirais-je, de qualité, de grande qualité, de surgrande qualité, c'est-à-dire la série de luxe, on va dire. Bien que tout le monde puisse la regarder, parce que ça prend son temps, parce qu'il n'y a pas de coupure publicitaire, parce qu'il y a un travail de l'image, des costumes, des décors qui est à tomber par terre. C'est les années 50 et 60 comme on les imagine, mais comme elles n'ont jamais été. C'est-à-dire que les couleurs sont 1000 fois plus pétantes qu'elles ne l'étaient dans les années 60. Mais c'est comme ça qu'on a envie de le voir. Et c'est une série qui parle essentiellement des rapports entre les hommes et les femmes, et des rapports entre la réalité et les apparences. Et c'est aussi une série qui mérite absolument d'être regardée. Voilà une série que vous ne devez pas encore connaître en France, qui est une série encore aussi extraordinaire. Ça s'appelle Masters of Sex.
Dans les années 60, il y avait deux auteurs qui parlaient de la sexualité dans les livres, qui s'appelaient Masters et Johnson. C'était Monsieur Masters à droite, Mrs. Johnson à gauche, qui, au bout de plusieurs années de travail ensemble, ont fini par se marier. Et ils ont pour particularité qu'à partir de 1959, ils ont étudié la sexualité dans ses détails les plus anatomiques. C'est-à-dire qu'ils demandaient à des gens d'avoir des rapports, de se masturber ou d'avoir des rapports sexuels en laboratoire. Ils observaient ce qui se passait pour dire qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel, qu'est-ce que c'est que l'orgasme, est-ce que tout le monde a un orgasme, etc. C'est une série formidable qui mérite absolument d'être regardée parce que c'est une série historique, c'est des personnages historiques, il y a une grande biographie et la série est fondée sur la biographie de ces deux personnes et de leurs recherches. C'est une série qui évoque les années 60 et la guerre froide en particulier, et beaucoup de choses qui apparaissaient aux États-Unis qui étaient de l'ordre du domaine moral. C'est une série qui me touche beaucoup aussi parce que c'est une série médicale. C'est un médecin et son assistante qui n'est pas médecin au début, qui n'est pas médecin mais qui va l'aider parce qu'elle a un sens de l'organisation qui est tout à fait formidable. C'est une série féministe parce que c'est une série sur la place des femmes en Amérique dans les années 60. C'est une série tout à fait passionnante qui est plus courte que les séries dont je vous ai parlé avant. Il n'y a que 2 saisons de 13 épisodes pour le moment, mais on la trouve en DVD et je vous recommande vivement aussi de la regarder. Voilà encore quelque chose de complètement différent. Alors je ne sais pas, ça ne doit pas être arrivé jusqu'en France, ça s'appelle Outlander en anglais. C'est un truc indescriptible, mais je vais essayer de vous le décrire quand même. Voilà. La jeune femme qui est là est une infirmière britannique qui vient de terminer la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été démobilisée et avec son mari qui était mobilisé lui aussi, ils se sont mariés mais ils n'ont pas eu le temps vraiment de faire leur lune de miel. Ils décident tous les deux d'aller en Écosse parce que lui, il est d'origine écossaise. Et puis un jour en se promenant, un matin en se promenant, elle va sur un site genre, vous savez le site avec des pierres levées comme Stonehenge, et elle est brusquement téléportée en 1743. Donc voilà, les prémices déjà vous dites, oh bon. Effectivement, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait c'est une série, à la fois une série historique, mais c'est aussi une série sur la réflexion, sur la place des femmes dans la société, dans une société très dure, qui est l'Écosse au XVIIIe siècle, c'était vraiment pas de la tarte, où cette femme qui arrive, et qui est donc déplacée de 250 ans en arrière, qui est d'une autre époque, est confrontée à une société extrêmement brutale, extrêmement, comment dirais-je, réglementée, mais pas du tout comme son monde à elle, et dans laquelle elle va faire sa place. Et là où c'est très intéressant, c'est aussi une histoire d'amour. Parce qu'elle aime son mari, mais dans l'Écosse où elle arrive, par un certain nombre de circonstances, elle va être amenée à rencontrer un homme qui est d'ailleurs un tantinet plus jeune qu'elle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et en tout cas, un tantinet moins expérimenté qu'elle, dont elle va tomber amoureuse aussi, avec qui elle va aussi se marier. Et c'est donc une série, en fait c'est une série historique parce que l'élément voyage dans le temps, en tout cas pendant toute la première saison, n'est pas très important, sinon que quand elle se souvient de son passé il est dans l'avenir, ce qui est assez intéressant parce que c'est pas du tout le même monde. En fait c'est une métaphore de quelqu'un qui est déplacé de sa terre natale à une autre terre, quoi, hein. Ça arriverait aujourd'hui si par exemple quelqu'un qui vit dans un pays très très développé se retrouvait dans un pays extrêmement en retard sur le plan du développement économique, social, technologique et devait s'adapter à ce pays. C'est très beau, c'est d'une beauté stupéfiante parce que en plus c'est tourné en Écosse. C'est tourné en Écosse avec le climat de l'Écosse, donc ils travaillent sur l'image d'une façon extraordinaire parce que quand il pleut, il pleut, quand il y a de la boue, il y a de la boue, les chevaux, c'est des vrais pâturons qui vous portent 3 personnes sur le dos sans renifler,
les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. C'est très très beau. C'est passionnant, c'est éblouissant, et c'est pareil, c'est toujours mieux quand on le regarde à deux, ou à plusieurs, parce que c'est épatant. C'est pas arrivé encore en France, mais je vous garantis que le jour où ça arrive, il faut que vous regardiez ça. Et là, on revient à mon copain Sherlock, que j'aime beaucoup. La série précédente, là, Outlander. Alors, malheureusement, Outlander n'est pas encore, je pense, disponible en France, mais ça va venir, parce que je suis sûr qu'une chaîne l'a acheté et va le diffuser. Je ne sais pas comment on va l'appeler en français. Les romans, alors c'est tiré de romans d'une auteure qui s'appelle Diana Gabaldon, malheureusement, j'ai oublié de regarder comment ça s'appelle en français. C'est traduit, ce sont de très bons romans historiques. C'est vraiment de la littérature de très bonne qualité, mais avec un élément fantastique ou de science-fiction, qui est le fait que cette femme, en fait, elle peut quand même voyager dans le temps dans l'autre sens, et elle va faire des explorations au fil des romans à plusieurs époques, en étant tiraillée entre les deux hommes qu'elle aime, un dans le passé, un dans le présent. Et donc voilà, j'étais revenu à Sherlock. Si vous ne connaissez pas Sherlock, il faut absolument regarder Sherlock. Vous allez avoir un plaisir fou à regarder ce garçon et son compagnon faire des enquêtes à droite et à gauche. Londres est filmé de manière magnifique dans Sherlock, bien que beaucoup de choses ne soient pas filmées à Londres, c'est très drôle, mais Londres est quand même filmé de manière magnifique. Et je voulais terminer en disant que la raison pour laquelle on a le droit absolument de regarder les téléséries, c'est parce que c'est un spectacle populaire, mais c'est un spectacle populaire de très grande qualité, exactement comme l'étaient les romans d'Alexandre Dumas, les romans de Jules Verne, les romans de Victor Hugo, les romans de Balzac, qui étaient des romans qui étaient diffusés et publiés dans les journaux, qui sont devenus des classiques aujourd'hui, mais qui étaient des romans populaires à l'époque où ils étaient écrits. La littérature est quelque chose qui nous apprend beaucoup de choses sur le monde, sur la nature humaine, et les téléséries font exactement la même chose aujourd'hui, avec ce grand avantage qu'elles le font avec des visages, elles le font avec des êtres humains. La caractéristique des téléséries qui nous les rend si proches, c'est que quand on regarde des téléséries longtemps, la même télésérie longtemps, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire qui ne se passe avec aucune autre forme de fiction, c'est que les personnages vieillissent en même temps que nous. Quand on regarde une télésérie qui dure 5, 6, 7, 8 ans, il n'y a pas besoin qu'elle dure seulement 6 mois, hein, mais, enfin au-delà de 6 mois. House, quand vous regardez un épisode de Dr House qui se passe au début de la série, un épisode qui se passe à la fin, ben, il a 8 ans de plus, il est plus pareil. Et nous ne sommes plus pareils non plus. Cela crée aussi le fait que ce soit incarné par des visages, par des acteurs, par des gens qui ont une réalité physique, que des fois, d'ailleurs, on voit à la télévision dans leur propre rôle ou à une émission de variété ou d'information. Ça donne une dimension émotionnelle, une dimension affective bien supérieure à celle que l'on obtient dans un roman, et surtout beaucoup plus durable. Et c'est tout à fait naturel, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Émotionnellement, nous ne faisons pas la différence entre les émotions qui sont créées par un personnage imaginaire qui est sur un écran et notre voisin de palier. C'est pour ça qu'on pleure au cinéma, c'est pour ça qu'on rit, c'est pour ça qu'on pleure à la télévision et qu'on rit. Et voilà, donc ce panorama un peu rapide, parce qu'il y aurait 50 000 choses de plus à dire, était destiné à vous donner envie de regarder des téléséries et d'en apprécier la richesse. Et je vous remercie de votre attention.